Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1. Actu Débat qui reçoit pour vous ce matin Olivier Adja, directeur de l'éducation du journal Harakiri et directeur de l'agence de presse Afripresse. Et nous attendons donc Ildefonse Akpaki qui va nous rejoindre dans quelques instants. Olivier Adja, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Eh bien, Olivier, avant donc d'aller dans le vif du débat, permettez donc de découvrir la une de quelques journaux. Liberté, eh bien Olivier, ce matin, vous en tant qu'agencier, vous l'avez déjà constaté, l'UNIR, le parti du chef de l'État Faure Gnassingbé, est dans les rues. Et comment vous jugez cette marche annoncée depuis jeudi dernier? Non, est-ce qu'il y a quelque chose à juger? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a plutôt à dans le contexte actuel, Olivier. Non, mais il y a plutôt à constater. En tant que journaliste, je me contente beaucoup plus de contacter que de constater plutôt que de juger. Et parce que voilà, donc ces partis politiques, ces formations politiques qui manifestent sont en train de jouir d'un droit, un droit constitutionnel qui leur est reconnu par nos lois. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que les choses se passent bien et que chacun donc respecte voilà donc, les lois et les libertés des autres citoyens, que les forces de l'ordre jouent leur rôle et que ce que les manifestants ont à exprimer, ils l'expriment tranquillement et que chacun retourne chez soi. Ça, c'est un constat. Ça, c'est ce qui est prévu par nos textes et on ne peut pas donc s'opposer à cela au risque de porter atteinte donc, aux lois que nous nous sommes imposées nous-mêmes. Maintenant, au-delà des extrapolations, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce qu'un parti au pouvoir peut manifester, etc. etc. Ça, ce sont des extrapolations et des considérations que j'estime partisanes. Pourquoi partisanes? Parce que voilà, chaque Togolais, citoyen, proche d'un parti ou d'un autre vous donnera des réponses différentes. Donc, celui qui est proche du parti au pouvoir vous dira donc que c'est bien et voilà, et vous montrera le bien fondé donc de ces manifestations. Mais celui, par contre, qui est proche de l'opposition vous donnera aussi son point de vue qui sera diamétralement opposé au point de vue du premier. Donc, mais je dis encore que personnellement en tant que journaliste, et je me permets d'abord de constater le fait qu'il y a une marche et cette marche certainement répond aux exigences de la loi sur les manifestations publiques et que ce qu'on peut exprimer comme veut, c'est que ça se déroule normalement et que chaque manifestant regagne sain sauf son domicile. Eh bien, Olivier Adja, avant de revenir à vous, Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tous les auditeurs de Métropolis. Ildefonse, merci d'avoir accepté notre invitation malgré le retard accusé. Je voudrais saisir l'occasion pour présenter toutes mes excuses aux auditeurs, à vous et à tout le monde. Merci Ildefonse. Ildefonse, toujours sur le terrain, vous l'avez déjà constaté ce matin, l'UNIR est dans les rues, à Lomé. Et pour quel motif? On parle de marche pour montrer donc une certaine, pour démontrer l'unité nationale, pour parler de l'unité nationale, pour démontrer qu'il y a de la liberté, de la démocratie au Togo, que ce parti qui dirige le pays depuis 50 ans tient toujours, ou ce régime qui dirige le pays depuis 50 ans tient toujours à ces valeurs qui fondent donc la démocratie. Moi, quand j'ai écouté que UNIR serait dans les rues, j'ai été surpris. Je crois que, loin d'être en face de ce que Olivier vient de dire, la liberté de manifester, c'est reconnu par l'État togolais, c'est reconnu par les lois qui régissent l'État togolais. Mais lorsque nous nous en tenons à la culture politique, le bon sens veut qu'on dise que vous ne pouvez pas être au pouvoir et chercher à dire nous voulons l'unité nationale, c'est pourquoi nous marchons dans les rues. J'ai pu lire avec beaucoup d'intérêt
C'est une marche qui exprime également, qui parle de la paix, qui exprime la paix. Est-ce que c'est ceux qui gouvernent le pays qui vont démontrer que le pays est en paix, ou bien c'est ceux qui sont en phase de ce qui se passe, de la gestion même de la chose publique, qui peuvent en jouir? Vous savez, j'ai pu lire avec beaucoup d'intérêt un des responsables de la télévision togolaise, un ancien responsable de la TVT, qui au moment même de la dictature, au moment où sévissait la dictature, avait été qualifié de griot du pouvoir. Mais hier, lorsque j'ai pris le temps de lire ce qu'il a laissé comme écrit, Vous parlez du doyen Yampabou Djagba, Yampabou Djagba, lorsque j'ai pu décrypter ce qu'il a laissé comme message au sujet même de cette manifestation de unir, et donc dans un passé récent, il avait soutenu, il avait glorifié, excusez-moi de dire ceci, lorsque le doyen Yampabou dit quel est l'objectif de la marche de l'unir, il se pose cette question. Il répond, soutenir le président de la République et les institutions de la République. Et plus loin, il dit, tragique méprise, car on ne soutient que ceux qui tombent. Voilà ce que la marche de l'unir laisse passer comme message connoté. Notre président tombe. Nos institutions sont défaillantes. Trop grave pour ne pas inciter l'opposition aux surenchères. Fin de citation. Lorsque vous prenez tout cela, vous les analysez et que ça vienne de quelqu'un qui était dans un passé récent un soutien à ce régime, on se dit, vous êtes au pouvoir, diantre, s'il y a la paix dans le pays, ce n'est pas à vous de marcher dans le pays pour le faire dire à ceux qui y vivent. Et pourtant, il soutenait ce régime. C'est ce que j'ai dit, que si aujourd'hui... Ça peut être aussi considéré comme une expression de frustration d'être mise à l'écart. Je crois que la majorité des Togolais sont frustrés par la gestion chaotique et calamiteuse de ceux qui aujourd'hui régentent l'État togolais il y a 50 ans. Je crois que l'honnêteté nous recommande à dire que ce qui se passe il y a bientôt 50 ans est frustrant. Vous savez, aujourd'hui... Ceux-mêmes qui se sont moqués de ceux qui marchaient, c'est eux que nous retrouvons aujourd'hui dans les rues. On a dit dans ce pays, vous allez marcher jusqu'à ce que vos sandales seront usées. Mais aujourd'hui, tout le monde prend la rue. Tout le monde, sans exception, y compris ceux-là qui se moquaient des autres, dans le passé. Et puis, lorsque j'entends certains ministres dire aujourd'hui que le président de la République s'attelle à faire les réformes, mais moi, je ris aux éclats. Parce que justement, le ministre Bawara, qui est le métronome de ce message sur les ondes togolaises, c'est lui qui était le premier à annoncer que la page des réformes était tournée. Ça le rattrape aujourd'hui. Vous savez, le régime togolais qui a usé du dilatoire comme système de gouvernance, du mensonge à outrance, de la fuite en avant, est rattrapé aujourd'hui. Ce ministre dit aujourd'hui que le gouvernement s'attelle à faire quel genre de réforme? Parce que c'est lui qui a dit que la page des réformes est tournée. Et il a été rejoint quelques mois plus tard par le président de la Cour suprême, qui avait tweeté aussi. Mais tiens, quelle est cette réforme qui sera encore faite? Mais je peux également vous citer l'ancien Premier ministre Aoumé Zounou, qui aujourd'hui, malheureusement, se trouve être membre d'une commission dirigée par Madame Awanana sur les mêmes réformes. Avec cette commission, on peut quand même dire, on peut quand même le concéder à Djibé Bara, qui dit que le chef de l'État s'attelle, ou le gouvernement s'attelle à faire les réformes. Je vous rappelle que M. Bawara a dit sur les antennes togolaises il y a quelques mois que la page des réformes est tournée. Aujourd'hui, nous avons encore ces pièces à conviction
j'étais quelque part en ville, sinon j'allais revenir avec quelques passages que j'allais laisser à l'appréciation des auditeurs de Métropolis. Mais laissez-moi le temps de vous faire juste une citation très rapidement des propos de l'ancien Premier ministre Aoumé Zounou qui disait: le jour de la passation de service à l'actuel Premier ministre ce qui suit, je cite: je me suis rendu compte que nous sommes allés au-delà de la feuille de route en réalisant tous les points qui sont évoqués, en bien ou en mal. C'est aux observateurs d'en juger. Fin de citation. Alors, la feuille de route de M. Aoumé comportait les réformes. Et un 31 juin 2014, son projet de loi de réforme constitutionnelle qu'il avait envoyé au Parlement a été rejeté par les députés de sa même formation politique. C'est ce que nous appelons paradoxe politique. Et malheureusement, il se trouve être membre d'une commission qui travaille encore sur les réformes. Je suis désolé. Eh bien, Olivier Adja, ce qui pose fondamentalement le problème ou ce challenge dans les rues de Lomé ou du Togo, c'est la question des réformes politiques, notamment constitutionnelles et institutionnelles. Olivier Adja, qu'est-ce que le gouvernement attend pour faire les réformes? Une fois encore, je vous répondrai que j'aurais le dit, parce que voilà, le gouvernement a donc son agenda et voilà, c'est secret que nous... Personnellement, moi, je ne Mais quelle analyse peut-on donc tirer de cette lenteur? De toutes les façons, les réformes doivent se faire. Aucun corps au monde ne peut vivre en marche, ou du moins donc, à côté des réformes. Je prends toujours l'exemple du corps humain pour montrer que chaque fois on nous demande donc des bilans de santé, on nous demande donc de prendre soin du corps et de vérifier si tout fonctionne normalement. Donc combien plus forte raison le corps de la société qui est plus complexe et qui a des rouages plus difficiles, donc ne doit pas être réformé. Et les réformes donc elles sont obligatoires. Elles s'imposent aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition et à tous les Togolais, même ceux qui ne sont des athées politiques, permettez-moi l'expression, qui n'ont pas de couleur politique aussi, sont concernés par ces réformes. Donc, il faut dire que on a connu 92 ou une constitution donc, qui, en réalité, est présentée aujourd'hui comme la meilleure constitution, mais qui dans son élaboration posait problème parce que les uns estiment, et j'ai écouté Gilbert Ouara, le ministre, le dire que en 92, en réalité, le RPT n'était pas d'accord donc pour ces réformes, pour la Constitution, parce que la Constitution a été peut-être élaborée contre une personne, c'est-à-dire la personne du général Gnassingbé Yadema. Donc, le général Gnassingbé Yadema avait appelé... Oui, non, absolument, mais que pour l'apaisement, pour voilà, la calmie du pays, il a estimé nécessaire d'aller. Et lorsque le RPT a trouvé la première occasion que le RPT a trouvé, elle n'a pas hésité, ou bien voilà, il n'a pas hésité plutôt à sauter le verrou, à toiletter, en fait, c'est le mot, l'expression qu'on a l'habitude d'utiliser, à laver, hein, donc à lessiver cette constitution, donc pour l'adapter à sa vision, ce qui, à mon sens, n'est pas la bonne, d'accord? Et alors là, de l'autre côté, l'opposition ou la grande majorité des populations n'étaient pas d'accord. Et pour ça, donc, on avait le RPT d'abord en 92 qui n'était pas d'accord d'une constitution et qui a fait tout pour la réformer. Et après ce toilettage, il y a une partie du Togo qui n'est pas aussi d'accord. Donc, pour aller vers des réformes plus consensuelles, il faut un travail de fond qui, certes, prend du temps, mais peut-être que c'est un temps nécessaire. Maintenant, au niveau du pouvoir, moi, la question que je me pose, on dit toujours qu'on est pour les réformes. On dit toujours qu'on est ouvert aux réformes. Mais je me pose la question, que le chef de l'État, c'est un grand réformiste. Absolument. Qu'est-ce qui alors bloque? Parce que de l'autre côté, l'opposition, la population, tout le monde aussi exprime ce désir d'aller vers ces réformes. Donc, qu'est-ce qui bloque? Peut-être que en réalité, les gens devraient s'asseoir, pas en public, mais
pour discuter de leur véritable du blocage, du véritable blocage. Les acteurs politiques togolais ne sont pas sincères dans leur démarche? Absolument pas. Aucun, peut-être de l'opposition aussi bien que du pouvoir, aucun n'est sincère, parce que on a vu le feuilleton des propositions, hein, donc de réformes qui ont été déposées sur la table et de l'Assemblée nationale. Le pouvoir ou bien le gouvernement a déposé une proposition qui a été rejetée. L'opposition a déposé 2 déjà qui ont été rejetées pour la simple raison que certains demandent qu'on remette à 0 le compteur et d'autres disent non. Donc voilà le nœud du problème. Le nœud du problème. Et en réalité, le docteur que nous sommes ou bien qu'ils sont savent la maladie dont souffre le Togo. Mais tout le monde refuse de proposer les remèdes pour pouvoir soigner cela. Et ce qui est dommage, parce que moi je dis toujours que le Togo c'est un trésor qui nous appartient à nous tous. Et chez nous on dit le charlatan qui prophétise la guerre pour son pays ne sera pas épargné non plus. Donc peut-être quand ça va commencer, ou les troubles vont commencer dans notre pays, ceux-là qui sont riches, ceux-là qui sont en position de force, je suis sûr qu'ils trouveront une porte de sortie. Mais est-ce que le Togolais lambda, on pourra s'en sortir? Ça, il faut se poser cette question-là et obliger, pourquoi pas, les politiciens se mettre ensemble pour régler cette affaire. Donc vous appelez à ce que les manifestations soient toujours pacifiques? Oui, les manifestations devraient être pacifiques. Je ne vois pas pourquoi elles ne devraient pas être pacifiques. Les manifestations, dans l'essence, dans l'esprit d'une manifestation, c'est d'abord pacifique. Et lorsqu'il y a violence, ça va à l'encontre des lois. La paix sociale est menacée. La paix, non, lorsque vous manifestez de façon violente, c'est que vous menacez la paix sociale. Et il faut travailler à ce que la paix sociale revienne dans notre pays, mais ça passera par les réformes. Je suis convaincu de ça. Ok, et c'est ça, et la paix sociale, cette paix sociale qui est menacée aujourd'hui, et pour donc la garder, la préserver, et ça va passer par les réformes, nous dit donc notre confrère Olivier Adja. Ildefonse Akpaki, aujourd'hui, il y a quelques mois, l'opposition togolaise dans son ensemble parlait de réformes politiques selon l'esprit de l'accord politique global signé le 20 août 2006, il y a exactement 11 ans. Et aujourd'hui, on parle du retour aux tests initiaux de la Constitution de 1992. Un double langage. Non, oui. Attends, je voudrais dire 2 mots sur ce que Olivier a dit tout à l'heure. Moi, je ne maîtrise pas ce qu'il dit par en 92, le RPT avait dit que la Constitution était taillée sur mesure. Moi, je n'ai pas compris. Je ne dis pas, ce n'est pas moi qui le dis. Je dis que le ministre... Il a cité le ministre Gilbert Bara qui disait non, mais attends. Moi, je ne mange pas le mémo. Le ministre Bawara est un trouble fait. Mais c'est une irresponsable du pays. Excusez-moi. Modérez vos propos, non, mais oui, excusez-moi. Je ne l'insulte pas. Parce qu'en 92, justement, Feu le général Eyadema a appelé Feu le général Eyadema, président de la République togolaise, président fondateur du RPT, a appelé ses militants. Et toute la République a voté oui pour la Constitution. Mais Ildefonse Akpaki, on pourrait comprendre avec le temps que le 31 décembre 2002, si le parti au pouvoir, le RPT, est arrivé donc à toiletter, selon leurs termes, cette constitution, ça voudrait signifier que le général Yassine Eyadema n'était pas trop d'accord. Peut-être que c'était cet appel à ce que la constitution soit votée. Non. Juste Non, d'abord, c'était juste une malhonnêteté politique. Et ensuite, on voudrait garder aussi longtemps le pouvoir. On était dans un système de pérennisation du pouvoir. Parce que je ne peux pas comprendre que une autorité de la carrure du feu le général Eyadema, qui avait autour de lui des constitutionnalistes réputés et qui, certainement, ont essayé d'expliquer au général le bien fondé de ce que contenait la loi fondamentale togolaise de l'époque. Je crois que quand tout cela lui a été fait, c'est pour cela qu'il a appelé le peuple à dire oui pour la
constitution de la 4e République. Qu'est-ce qui a pu changer entre 2012 et 2002 pour qu'on dise que, justement, il faut toiletter? Je rappelle que la première élection multipartiste au Togo a été faite sous la base de cette constitution-là, où feu le général Eyadema était candidat. Et la deuxième élection Présidentielle. était également faite sur la base de cette constitution-là. 21 juin de 1998. Voilà. Alors, je crois que la gourmandise politique et l'esprit de garder le pouvoir pour le pouvoir ont pris le dessus sur les considérations qui, à l'époque, avaient imprimé ou bien avaient inspiré feu le général Eyadema. Et on avait vu ces lieutenants. Parce que quand on a appelé le général Eyadema, on l'a questionné. Je me rappelle qu'il était à l'époque en Afrique du Sud et il a dit qu'il ne savait rien là-dessus. À l'époque, il y avait le président de l'Assemblée nationale et puis le premier ministre, je voudrais nommer Fambaré Ouattara, et Gabriel Kodjo Agbeyome, qui avait rassemblé des gens à Balimé et qui ont marché disant que c'est le peuple. Ils n'ont pas dit, puisque je me rappelle que feu le général Eyadema a dit qu'il n'a pas donné et qui ont marché. Et contre toute attente, un 31 décembre 2002, on a modifié la Constitution. Maintenant, le bon sens aurait voulu que ce qui se fait aujourd'hui, où une commission de réflexion sillonne tout le pays, le bon sens aurait voulu que cette constitution que le peuple togolais s'est donnée à plus de 90%, on cite par endroit 97 ou 98%, c'est-à-dire la majorité écrasante, si on voulait toiletter cette constitution-là, j'aurais préféré qu'on essaie de demander l'avis de la population, comme ça se fait aujourd'hui avec cette commission. Écoutez la population. Êtes-vous d'accord de ce qu'on touche à la Constitution? Si cela avait été fait, aujourd'hui on serait situé. Mais lorsque vous n'avez pas consulté le peuple, et que dans cette envie, dans cette gourmandise vorace de garder le pouvoir pour le pouvoir, et que vous avez en catimini préparé une autre constitution, et que vous faites semblant d'envoyer des gens dans les contrées les plus reculées pour écouter, dit-on, les populations, moi je dis que c'est un signe de malhonnêteté. Parce que justement, ces questions de réforme, lorsque nous la posons ou les posons, nous voyons que il y a le manque de confiance et surtout la malhonnêteté politique qui ont pris le dessus. Parce que quand je m'en tiens même au propos du chef de l'État, mais aujourd'hui, un homme d'État de son acabit ne peut pas renier le fait que sur une chaîne internationale, il avait dit en février 2002 qu'il était le garant de l'accord et que toutes les mesures qui ont été prises seront mises en application et qu'il fera les réformes avant la présidentielle de 2010. Le chef de l'État, non mais excusez-moi, le chef de l'État n'est pas revenu pour dire au peuple ce qu'il a rencontré comme problème dans la mise en œuvre de ces réformes. Mais moi, je l'ai toujours dit, avec toutes les conséquences que cela peut m'engendrer, que c'est le chef de l'État lui-même qui a été à l'origine de cette situation que nous gérons aujourd'hui. Parce que lui-même, d'abord, je le prends au mot, sur FM Liberté, en février 2009, et puis après, lorsque ça n'allait pas, le chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Frappe, lui a écrit en ce sens. Moi, je me rappelais que dans sa lettre-réponse au chef de file de l'opposition, le chef de l'État, M. Faure, indiquait l'Assemblée nationale. Or, on avait dit à l'époque que l'Assemblée nationale n'était pas le lieu où on pouvait faire les réformes parce qu'il y avait la loi de la majorité qui primait. Mais diantre, lorsqu'il doit être là et que son premier ministre, à l'époque, envoie un projet de loi que la même formation que dirige le chef de l'État rejette,
et que l'opposition, à travers ses députés, envoie une proposition de loi qui est encore rejetée, pourquoi vous voulez rejeter ou jeter encore l'anathème? Ou pourquoi vous voulez jeter la responsabilité du fait que les réformes n'ont pas été faites sur l'opposition? Je ne défends pas l'opposition, mais je fais lecture des faits et gestes des uns et des autres. Où se trouve la responsabilité si ce n'est ceux qui, dans un passé, ont dit la passe des réformes est tournée, ceux qui ont dit qu'ils sont allés au-delà de leur feuille de route, et ceux qui ont dit nous ferons les réformes avant la présidentielle de 2010, ceux dont les députés ont rejeté les projets de loi et qui aujourd'hui, attendez, la décision de la Cour constitutionnelle en ce sens disait quoi? La reprise des travaux. Mais qui est à l'origine du blocage aujourd'hui des discussions? C'est les faits qui parlent. Olivier Adja, pendant que la commission de réflexion sur les réformes politiques travaille sur ces questions, consulte les populations togolaises sur la question des réformes politiques, l'opposition réclame désormais le retour à la Constitution de 1992. Oui, je crois que ce n'est pas deux situations antagonistes ni opposées, parce que, vous savez, le chef de l'État, en janvier dernier, avait mis en place une commission de réflexion sur les réformes, donc, qui est chargée en réalité de proposer, de faire des propositions en prenant en compte un certain nombre de réalités de notre pays, sociologiques, historiques, politiques, etc. Ce qui a été dit donc, dans le décret que je répète ici. Et c'est le chef de l'État qui l'a fait, d'accord, et qui a mis en place. Donc, je ne vois plus le chef de l'État s'engager dans un processus contraire à la mission qu'il a confiée à la présidente du HCROUN et à la commission de réflexion. Donc, c'est constant et ça ne peut pas donc changer, sinon le chef de l'État se remettrait en cause lui-même et remettrait en cause la commission qu'il a lui-même mise en place. Donc ça c'est un. De deux, c'est que l'opposition en ce moment avait exprimé son désaccord et rejeté en réalité cette commission. Donc l'opposition est aussi constante puisque elle ne soutient pas le travail qui est engagé par la commission Awanana. Donc elle a d'autres propositions. En réalité, l'opposition dans son ensemble ne dit pas ou ne réclame pas le retour à la Constitution de 92. D'autres réclament des réformes qui vont aller vers une nouvelle Constitution et d'autres disent encore autre chose. D'autres, par exemple, proposent un dialogue avec le pouvoir. Et très récemment, avec les manifestations du PNP, les forces démocratiques composées du groupe des 6, de CAP 2015, PNP, aujourd'hui, quand vous lisez leur communiqué commun, ils parlent de retour à la Constitution 19. Non, les choses sont en train d'évoluer, certes, puisque nous parlons, la Constitution a été mise en place en janvier 2017, donc entre janvier 2017 jusqu'au 19 août 2017, et il y avait une partie de l'opposition qui ne réclamait pas la même chose que le PNP. D'accord? Et aujourd'hui, cette partie, ou bien cette grande partie, a rejoint le PNP. Mais il y a d'autres parties de l'opposition qui n'ont pas rejoint le PNP et qui ont aussi leur appréciation, leur avis sur la question. Peut-être qui ne rejoint pas forcément celle défendue par le PNP, le CAP 2015 et les autres. Ça, c'est normal. Donc, c'est pour seulement dire que la question des réformes, donc chaque Togolais et chaque groupe de Togolais a son appréciation et sa vision. Mais ce qui est constant, c'est que, et à unir, et au sein de l'opposition, on dit qu'on est pour les réformes. Donc, ça, c'est une constante. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un dialogue de sourds. On est en présence des sourds-muets qui, en réalité, demandent la même chose, mais ne se comprennent pas. Ce qui est un peu dommage, parce que lorsque vous voulez une même chose, vous mettez vos actions, vos énergies en commun pour converger vers le but, donc recherché. Mais ici, les énergies sont dispersées et
on s'attaque et on s'invective et par médias interposés, par la rue interposée, parce qu'aujourd'hui, le débat politique s'est transposé dans la rue. Et le parti au pouvoir veut aussi répondre à l'opposition dans la rue. En réalité, ce qui n'est pas la finalité, en fait, parce que on a beau, c'est comme l'image qu'on donne de la guerre, des conflits, vous avez beau vous battre, vous reviendrez discuter pour trouver une porte de sortie. On a beau s'affronter dans la rue, je suis persuadé qu'il y aura une discussion. Quelle que soit la situation du Togo, on finira, les acteurs politiques finiront par s'asseoir pour discuter. Là, je suis prêt à mettre ma main au feu. Donc, et on peut gagner du temps en sautant ces étapes de démonstration de force de la rue, qui est autorisée par la loi. Il faut le dire, mais à la fin, il faut s'attaquer aux vrais chantiers du Togo, qui sont les chantiers de réforme, de développement, de cohésion nationale, de renforcement de la paix sociale et d'autres choses qui concernent nous, la jeunesse, qui souffrons, qui n'avons pas de boulot. Donc voilà ce que nous voulons pour notre pays. Maintenant, peut-être qu'il va faire un détour au niveau même du processus des réformes, en disant que l'opposition aussi a eu beaucoup d'occasions de réclamer ou d'aller vers ces réformes, et ces occasions ont été vendangées. Si bien qu'on a l'impression aujourd'hui que le pouvoir ayant donc acquis expérience de comment l'opposition fonctionne, a pris le temps de jouer sur cela en faisant en sorte que l'opposition boycotte, ou en mettant tout en œuvre pour appeler à ces cadres, mais tout en sachant que, parce qu'on a dit le cadre va être ouvert à tout le monde, il y a une partie de l'opposition qui va y boycotter. Et donc pour vous, Olivier Adja, l'opposition serait en partie responsable du fait que les réformes ne soient pas faites jusqu'à ce jour? En partie, non, mais en une petite partie, parce qu'en partie, ça veut dire qu'on coupe la poire en deux. Non, je crois que le parti au pouvoir... L'opposition a manqué des occasions de faire ces réformes. Absolument, c'est ce que je dis. De faire faire ces réformes. De faire ces réformes, parce qu'il y a eu plein d'occasions. Et je ne citerai que voilà, les manifestations des 12 juin, je ne sais plus, donc, de 2012, où le pouvoir était dos au mur et était prêt à négocier. Et je crois qu'ils allaient certainement lâcher beaucoup de choses. Mais les adeptes donc, de la révolution, ceux qui sont prêts à renverser la table avec tout ce qu'elle contient. Vous parlez de qui? Donc, bon, je ne donnerai pas de nom. Et on dit qu'il faut aller jusqu'au bout et prendre d'assaut la présidence. Aujourd'hui, on est encore à la même situation de départ. Eh bien, Ildefonse, à qui l'opposition, c'est-à-dire les forces vives, les forces démocratiques, notamment CAP 2015, PNP, Groupe des 6, ont avorté tout d'abord les marches annoncées pour cette semaine et annoncent d'autres manifestations de rue les 6 et 7 septembre prochains. Et c'est pour réclamer le retour à la Constitution de 1992 ou la démission de Faure Gnassingbé. Je voudrais faire une petite remarque. Lorsque vous signez un accord avec quelqu'un, cela suppose qu'au préalable, il y avait eu des discussions, il y avait eu des points qui ont été retenus, et le fruit de tout ce que vous avez dit, vous avez convenu, c'est ce que nous appelons accord. Alors, si depuis le 20 août 2006, il y a eu accord entre le parti qui gouverne l'État togolais et l'opposition, et que jusqu'aujourd'hui, on se rend compte que ces accords n'ont pas été, ou les points de ces accords n'ont pas été mis en œuvre, il y a lieu de faire une analyse sur le chemin qui a été parcouru. Je ne suis pas d'accord avec Olivier, qui trouve que une petite partie de la responsabilité incombe à l'opposition. Je voudrais, si j'étais l'animateur, lui poser des questions, certaines questions, mais je voudrais
que nous trois qui sommes ici, encore jeunes dans la fleur de l'âge, que nous arrivions à mettre en pratique dans nos vies ce que c'est que la parole donnée, qui est une vertu, ce que c'est que l'honnêteté, qui est une vertu. Pour vous, la clé des réformes est avec Fornia Simbe. Mais vous savez que quelqu'un qui a dit que je suis garant de l'accord et que toutes les mesures, là, je le cite, toutes les mesures seront prises en compte. La plus haute autorité qui dit cela et qui d'ailleurs prend l'opinion publique à témoin disant que je ferai ces réformes-là avant la présidentielle de 2010 et qu'on soit encore en 2017 et que tout cela ne soit pas fait. Pire, j'ai dit tout à l'heure que le chef de l'État n'est plus apparu au peuple pour dire « j'avais dit des choses en tant qu'autorité suprême ». Mais je me rends compte que il y a eu ces ratés-là, il y a eu ces difficultés que j'ai rencontrées. Jamais. Vous l'avez une fois entendu depuis. Depuis là, dire que j'ai pris l'engagement, mais voilà les difficultés que je rencontre. Moi, je ne l'ai jamais entendu. 1. 2. Je ne suis pas d'accord avec Olivier parce que, justement, l'opposition qui avait naïvement cru au pouvoir en place a été piétinée parce que elle a été victime de la confiance qu'elle a eue en ceux d'en face. Parce que le paradoxe, c'est que un premier ministre issu d'une formation politique qui dirige le pays, qui envoie un projet de loi à l'Assemblée où sa formation est majoritaire, se voit rejeté. C'est-à-dire que le projet a été rejeté. Je reviens aujourd'hui sur un fait capital. Lorsque la plus haute juridiction, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, qui recadre les acteurs politiques en demandant expressément à l'Assemblée nationale de respecter les règlements intérieurs, en faisant quoi? En revenant sur les discussions. Parce que déjà, il y avait une proposition de loi qui était en cours, qu'on a suspendue. Je ne trouve pas que cette haute juridiction a parlé et qu'aujourd'hui, le blocage s'instaure. Parce que justement, le président de l'Assemblée nationale dit qu'il faut envoyer tout au Ashkroun. Maintenant, je voulais qu'on me dise à quoi ont servi les dialogues antérieurs, le dernier, à quoi ont servi les travaux des CPDC qui ont été faits, à quoi ont servi les conclusions de l'atelier du Ashkroun même, qui avait rassemblé, sauf certains partis de l'opposition, toute la classe politique et au sortir, et les organisations de la société civile. Nous avons écouté des responsables politiques qui ont dit qu'ils ont eu des terrains d'entente sur des questions qui, entre-temps, fâchaient. Maître Dodi Apevon disait, pour la première fois, un consensus a été trouvé sur ces questions. Mais alors, et dites-vous que c'est la même institution, c'est le même organe à qui le chef de l'État demande de faire cela, qui a organisé ces ateliers-là, qui a aujourd'hui enseigné les conclusions. Mettez-les en œuvre. Vous ne trouvez pas que c'est de la démagogie de la part des dirigeants togolais de tourner toujours en bourrique? Parce que nous savons que on veut le pouvoir pour le pouvoir et le sauvegarder autant que possible. Vous savez, je suis revenu sur un certain nombre de choses. Vous pensez que
après 50 ans de règne, qu'on dise aujourd'hui de remettre encore le compteur à zéro. Parce que dans les démarches qui ont été entreprises, le chef de l'État actuel boucle son 3e mandat. Et les gens de sa formation politique, dans des discussions, parce que j'ai abondamment écouté le président du groupe parlementaire UNIR, M. Chao, qui a dit qu'ils veulent que leur champion rempile. Alors pour cela, il faut remettre le compteur à zéro, tout comme si M. Chao lui-même, ses enfants, les membres de UNIR, les grands cadres de UNIR et le reste de la population, il n'y a plus de ces citoyens dignes de ce nom. Monsieur Barra, écoutez-moi, qui peuvent être président de la République dans notre pays. M. Barra disait hier que on a l'impression que la limitation du mandat présidentiel ou les réformes semblent être dirigées contre la personne de Faure Gnassingbé. Où est-ce que cela est écrit? Nous sommes en face d'une loi générale que nous appelons aujourd'hui loi constitutionnelle. Elle n'a jamais été personnifiée. La loi générale, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, a été impersonnelle. Dites-moi, là où on a écrit, et dans le projet envoyé par l'ancien Premier ministre, Aoumé Zounou, et les propositions qui ont été faites. Je me rappelle qu'entre-temps, Adi et le CAR avaient également envoyé, à travers leurs députés, une proposition de loi qui a été rejetée. Et quand je fouillais aujourd'hui dans mes documents, à l'époque, c'était dit que c'était l'ANC qui bloquait. Mais le 8 janvier 2015, l'ADI a rendu public un document qui dit, à présent, je cite, « Le doute n'est plus permis. ADI tient pour responsable du blocage actuel des discussions le parti UNIR qui ne cesse de réclamer un consensus national sur les réformes alors même qu'elle reste inflexible sur ses positions. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, Olivier Adja, aujourd'hui, avant d'aller vers de vous poser ma question, aujourd'hui, presque tous les partis politiques, bien sûr, l'UFC, le NET, le CAR, appellent donc au soutien des mobilisations annoncées par les forces démocratiques, notamment CAP 2015, Groupe des 6 et le PNP. Oui, mais avant d'aller répondre à votre question, j'aimerais quand même rebondir sur un certain nombre d'éléments que mon confrère a développés. D'abord, j'estime donc que dans tout conflit, il n'y a jamais un groupe de blancs, c'est-à-dire d'anges, et un groupe de démons. C'est-à-dire, dans toute situation, les responsabilités sont toujours partagées, même si à des degrés divers. Donc, dire que présenter l'opposition togolaise comme étant Blanche-Neige dans cette affaire, je crois que c'est retombé dans les déboires que nous avons connus dans les années 90 avec cette lutte-là et qui a transformé Gilkis Olympio en ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Et voilà, un Dieu intouchable, quelqu'un qui est exempt de tout défaut, de toute erreur. Ça n'existe pas dans le monde des humains. Nous sommes des gens, nous avons des défauts. Dans tout conflit, il y a des responsabilités à des degrés divers. Et j'aimerais citer seulement pour exemple l'accord politique global avec tous les engagements des uns et des autres. Mais à la fin, le premier à violer cet accord, c'est un parti de l'opposition. Lequel? Vous le connaissez bien, je ne vais pas faire un dessin. C'est l'UFC qui avait violé cet accord en premier pour des prébendes, je dirais, c'est-à-dire des questions de poste. Vous parlez de la nomination du Premier ministre. Absolument, mais les recommandations de l'APG disaient que chaque parti devrait aller à un gouvernement d'union nationale, et sans préciser dans le texte que ça reviendrait à l'UFC, au CAR,
au CPP ou je sais à qui. Selon des indiscrétions dans les coulisses, ce poste avait été promis aux responsables de l'Union des forces de changement. Mais à la population, c'est les tests qu'on a présentés. C'est-à-dire, nous, on s'en tient aux tests. C'est-à-dire, moi, en tant que population, les 7 millions, en ce moment, n'était pas 7 millions, bien sûr, mais les Togolais qui étaient en ce moment ont lu entre les lignes, noir sur blanc, qu'il y a un accord et que il sera formé un gouvernement d'union nationale. Oui, donc, c'est pour dire seulement que l'opposition doit se remettre en cause par rapport au processus. Mais le Je ne dis pas que l'opposition est responsable à 100% de la situation, ni même à 10%, non. Mais je suis sûr qu'elle aussi a des choses à se reprocher. Lorsqu'on dit qu'il y a des opposants qui sabotent les autres pour le processus, mais on parle de l'opposition là. Et ce n'est pas moi le premier à le dire. Donc on parle d'ailleurs de mettre Yaovi Agboibo qui avait assumé à l'époque la primature togolaise et qui avait, dans son cahier de charge, il avait la question des réformes politiques, mais il ne l'avait pas assumé. Oui, mais je crois que lorsqu'on est unis, on est plus fort. Vous pensez que lorsque l'opposition peut-être serait allée à ce gouvernement uni, elle serait plus forte face au parti au pouvoir qui est puissant. Mais Maître Yaovi Agboibo n'avait jamais dénoncé des obstacles venant du pouvoir ou du RPT à l'époque, l'empêchant de faire ces réformes. Je crois que c'est la hauteur d'esprit de l'homme. Et le poste, je crois que dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle comment dire la cohésion ou voilà donc la solidarité. Je ne vois pas un premier ministre en train de s'attaquer voilà à son parti partenaire. Ça serait un peu difficile. Donc de toutes les façons l'histoire elle est têtue. Et on sait que entre temps l'UFC a refusé d'aller à un gouvernement en 2006. Ça c'est l'histoire. On ne peut pas retoucher à cela. Et maintenant, on sait qu'on a signé la PG, noir sur blanc, on a dit d'aller vers un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est l'histoire. Derrière l'histoire, peut-être les gens vont nous expliquer que voilà, il y a eu des compromis, mais ce n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit est susceptible de toutes les interprétations, de toutes les déformations. Donc, il faut s'en tenir à ce qui est écrit et pour dire qu'il y a eu des gens qui ont saboté ce processus, mais aujourd'hui, j'ai apprécié ce que Maître Apevon disait la dernière fois. On ne va pas passer longtemps à regarder dans le rétroviseur. Il faut regarder devant et chercher à aller vers ces réformes pour unifier, ou en tout cas solutionner, trouver une solution au problème que nous sommes en train donc d'avoir dans le pays. Ildefonse Akpaki, une dernière réaction. On sait qu'aujourd'hui, à l'analyse de toutes les observations, on note donc que chaque parti de l'opposition, je veux parler de partis politiques, chaque groupe politique réclame, même à l'UNI, ils disent que ceux-ci réclament les réformes politiques. Dans les jours à venir, à quoi pourrait-on s'attendre? Je crois que pour unir, c'est une réclamation de façade. Moi, je suis clair là-dessus. C'est une réclamation de façade. On veut crier qu'on veut les réformes. Que valent les propos sans les actes? Où sont les actes? Ces propositions qui ont été faites, les projets de loi qui sont passés, les propos du chef de l'État. Première remarque. La deuxième remarque, moi, je ne serai jamais d'accord avec des confrères et des politiques qui disent que, suite à la signature de l'APG, l'UFC a refusé de rentrer dans le gouvernement. Je voudrais qu'on me dise aujourd'hui que ceux qui ont accepté de rester dans le gouvernement sont incapables. Moi, mon fils, je ne lui dirai jamais, si tu fais ça avec quelqu'un, vous mettez ensemble pour faire quelque chose, et que tu te rends compte que dans la mise en œuvre de la chose, la personne se retire, et tu dis tu as forcément besoin de lui, c'est un signe de faiblesse. Vous voulez me dire aujourd'hui que c'est parce que l'UFC n'était pas au gouvernement suite à la signature de l'APG que ceux qui ont été cooptés ont été incapables de faire ces réformes. C'est des analyses que je n'aime pas faire parce que je ne suis pas de la trempe de ceux qui pensent que si tu n'es pas là, moi je ne peux pas réussir. Premièrement. Mais ici, nous sommes sur un terrain très politique.
Je parle justement de la culture politique. Oui, mais le Togo a vous avez parlé tout à l'heure. Non, de consensus. Non, pas de consensus, vraiment. Tout est parti sur la base des consensus. Vous savez, Olivier, si vous me parlez de consensus dans ce studio, je vais vous faire appartenir à un groupe qui a pris le pays en otage sous la base du consensus. Je ne suis pas le premier à parler du consensus. Dans l'opposition, ceux qui parlent de... on a toujours parlé de consensus. L'opposition ne s'est toujours pas l'opposition ne s'est toujours pas focalisée sur le consensus. Non, c'est le parti UNIR qui, dans ses gestes de dribble, de fuite en avant, de mauvaise foi, de démagogie et tout ce que vous voulez, qui fait preuve d'une façade de consensus. Le consensus, on l'a eu. S'il n'y avait pas consensus, on ne signerait pas l'APG. C'est pourquoi je dis, quand deux personnes s'asseyent pour élaborer quelque chose, c'est le fruit des discussions, le fruit d'un consensus qu'on met. D'accord? Mais appliquer ce Il faut maintenant traduire ça en application. Deux. Mais quand vous parlez de consensus au niveau des réformes, les propositions de loi qui sont faites, les projets de loi qui sont envoyés, vous savez ce que disent les règlements intérieurs de l'Assemblée? Lorsque vous êtes auteur d'une proposition de loi et que moi je ne suis pas d'accord, je fais mes propositions. Quelle a été la proposition de UNIR quand vous parlez de consensus? Vous ne proposez pas et vous voulez qu'il y ait un consensus? Diantre. Le consensus qu'il réclame, c'est la remise du compteur à zéro. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une république. Je crois que remettons, parce que j'ai dit toujours l'histoire est têtue. Et dans l'APG, je suis sûr que si nous prenons l'APG, nous lisons, nous allons trouver le mot consensus. Ça, c'est un. Et l'APG étant un accord qui a été signé sur cette base-là et qui a recommandé aux acteurs de cette époque d'aller vers l'application, en commençant par un gouvernement d'union, lorsqu'il y a des partis qui ont violé donc cette recommandation, ils ont déjà remis en cause leur engagement, leur consensus. Parce que c'est ce que nous reprochons, c'est ce que mon confrère reproche aux partis au pouvoir, de ne pas tenir parole, de ne pas aller jusqu'au bout de ces engagements. Vous pensez que l'UFC n'a pas tenu parole à l'époque? Lorsqu'il y a un parti de l'opposition qui ne va pas aussi jusqu'au bout de ses engagements, pourquoi ne pas avoir le courage de le dire? Je crois que c'est là nous faisons, nous rehaussons notre pays. Parce qu'aucun acteur politique aujourd'hui ne doit pas être considéré comme quelqu'un qui est exemple de critique. Lorsque nous le faisons, nous les induisons en erreur. Moi, j'ai décidé, j'ai pris sur moi, par amour de ce pays, de dire à chacun sa responsabilité. Parce que en tirant leçon de ce que nous avons connu avec l'UFC. Si nous répétons les mêmes erreurs, alors là, comme Alpha Blondy l'a dit, et nous devenons des bêtes. C'est-à-dire, seuls les imbéciles ne peuvent pas changer. Merci à vous, Olivier Adja, directeur de publication du journal Radar-Kiri et directeur de l'agence Free Press, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, et d'Alphonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe et directeur de l'agence et la Gazette du Togo.com. Merci également à vous. Rapide débat pour l'assistance technique au micro et les plumes au cadre Kanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.